Beaucoup de personnes viennent à Bali et pensent qu'ils vont pas payer d'impôts. C'est complètement faux. J'habite ici depuis quasiment 3 ans et j'ai vu plus d'une dizaine d'expats perdre des milliers d'euros étant donné qu'ils n'avaient pas compris les règles fiscales locales. Et le pire, c'est souvent ceux qui pensaient être malins. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 erreurs fiscales les plus fréquentes et surtout comment les éviter. Et reste bien jusqu'à la fin puisque la dernière peut clairement t'éviter une expulsion ou un redressement fiscal. On commence par la première erreur, c'est croire qu'on peut vivre à Bali sans être résident fiscal et surtout sans ne rien déclarer. Je le répète, une résidence fiscale, c'est comme un passeport, c'est-à-dire que c'est obligatoire d'avoir une résidence fiscale. Si tu es français, tu es résident fiscal français par défaut, donc tu dois payer tes taxes en France. Si tu souhaites t'expatrier dans un autre pays, par exemple à Bali, il faut que tu fasses le nécessaire pour basculer ta résidence fiscale et surtout il faut que tu coches les cases de l'autre pays pour pouvoir passer résident fiscal indonésien. C'est pour ça que je t'ai mis rapidement un tableau de taxes. Alors c'est un type de tableau, tu as des optimisations fiscales que tu peux faire à Bali, notamment avec des PTPMA. Mais ce tableau, c'est juste pour te montrer qu'à Bali, tu as des taxes. Ce n'est pas comme dans d'autres pays, par exemple Hong Kong, le Panama, où c'est seulement des taxes territoriales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Bali, si tu passes plus de 183 jours par an, tu es résident fiscal. Donc tu es censé faire ta déclaration fiscale à Bali et tu es censé payer tes impôts à Bali. Et qui dit résident fiscal indonésien dit déclaration des revenus mondiaux. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu as certains pays où c'est des taxes territoriales, c'est-à-dire que si tu n'as pas de business dans le pays, tu ne payes pas de taxes. Mais à Bali, tu peux avoir une entreprise où tu veux dans le monde, tu seras taxé sur tes revenus mondiaux. Je vais y revenir juste après, un peu plus en détail pour que tu comprennes un peu mieux. Donc, tu as beaucoup de personnes qui l'ignorent jusqu'à recevoir un mail du fisc ou de voir leur visa bloqué. Et ça, c'est quelque chose qui existe, puisque pareil, les personnes disent que l'administration ici en Indonésie est cool, donc il n'y a pas de souci. Je connais une personne qui s'est fait arrêter parce qu'elle a joué avec la fiscalité. Elle s'est fait arrêter lors de son retour à Bali. À l'aéroport, c'était 30 000 euros d'amende. Et c'est pas comme en France, tu dois les payer et si tu les payes pas, c'est casse-prison. Donc si tu es moins de 183 jours, tu restes résident fiscal français, si tu es français, et tu dois payer tes impôts en France. J'entends trop de personnes qui pensent ne pas avoir de résidence fiscale parce qu'ils passent moins de 6 mois en France, moins de 6 mois à Bali et quelques mois dans d'autres pays. Non, je le répète, c'est comme un passeport. Tu es obligé d'avoir une résidence fiscale. Donc la France est par défaut et si tu bascules en Indonésie, il faut que tu passes au moins 183 jours par an. Être à Bali, c'est pas être invisible, c'est être résident quelque part. Et c'est pour ça qu'il faut que tu fasses les démarches nécessaires. Je vais aussi t'expliquer le type de document pour basculer résident fiscal indonésien. La deuxième erreur, c'est de confondre visa et fiscalité. Le visa, il ne te rend pas légal fiscalement, puisque déjà, ça dépend de ton type de visa. Ce n'est pas tous les visas qui te permettent d'être résident fiscal à Bali. Je te donne des exemples. Le visa touriste ne te permet pas de l'être. Le visa business, donc qui s'appelle le visa C1, anciennement le visa B211, ne te permet pas d'être résident fiscal indonésien. Si tu souhaites basculer résident fiscal à Bali, il faut que tu aies un KITAS. Donc par exemple un KITAS employé, un KITAS investor ou un KITAS E33G. Et le visa, ça te donne le droit d'être là. Mais ton statut fiscal, c'est une autre histoire. L'autre grosse erreur, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont un KITAS, donc un visa long terme, mais aucun NPWP. Donc le NPWP, c'est ton numéro de fiscal indonésien. Donc sans NPWP, tu ne peux pas justifier tes revenus ni ouvrir un vrai compte pro. Et ça aussi, c'est important, puisqu'il y en a qui sont ici, qui ont un KITAS, mais qui n'ont pas de tax ID, donc de numéro fiscal indonésien. Ce qui veut dire que si demain tu as un contrôle de l'État français, s'il te demande de justifier le fait que tu payes tes taxes en Indonésie, si tu ne peux pas le faire, tu vas devoir payer tes taxes en France. Tu as beau dire que tu vis plus de 183 jours, que ton logement principal est ici, que ta société est ici, il faut que tu puisses prouver que tu payes tes taxes quelque part. Si tu payes 0 en Indonésie, le fisc français va te dire « Mais attendez monsieur, vous avez des revenus, si vous ne les payez pas en Indonésie, vous êtes censé les payer en France ». Donc pour résumer, le visa c'est ton passeport et le NPWP c'est ta preuve d'existence fiscale. Et en parlant de preuve d'existence fiscale, voici les documents qui sont très importants. C'est le SKD et le SKT. C'est ce détail administratif qui va tout changer pour prouver ta résidence fiscale auprès de la France. Le SKT, c'est ce qui prouve que ta société ou ton statut fiscal est officiellement enregistré auprès du fisc indonésien. Et le SKD, ça prouve que tu es domicilié fiscalement. Donc en gros, c'est ta carte d'identité de ton adresse fiscale.
Et grâce à ces documents, si par exemple la France te demande de justifier que tu payes tes taxes dans un autre pays, si tu as ces documents, si tu as ton tax ID, si tu as ta preuve de résidence principale, là effectivement tu as tous les documents pour prouver que tu n'as plus à payer tes taxes en France. Si tu n'as pas ces documents, la France va te demander de payer des impôts dans leur pays, donc en France, pardon. Donc sans ces documents, alors déjà tu ne peux pas appliquer le taux à 0,5%, ça c'est important, hein, l'optimisation grâce à ta PT-PMA, et tu n'as aucune preuve légale que tu es bien résident fiscal en Indonésie. Et pourtant, 90% des expats n'en ont jamais entendu parler. Et ça, je te l'assure, hein, moi ça fait quasiment 3 ans que je vis ici, je vois encore des événements entrepreneurs, des personnes qui sont résidents fiscaux ici et qui n'ont jamais entendu parler de ces documents. C'est-à-dire que si demain ils ont un contrôle, ils n'ont pas les bons documents pour pouvoir prouver qu'ils ont basculé leur résidence fiscale à Bali. Ces papiers, c'est la base. Donc si tu bascules ta résidence fiscale à Bali, il faut absolument que tu aies ces papiers. La 4e erreur, c'est croire qu'une société offshore te rend intouchable. Ça, je le vois tout le temps, tout ce qui est Hong Kong, Wyoming, donc aux US, Singapour. Et il y en a certains qui se disent « je crée une société offshore, donc je ne paie rien ». C'est complètement faux. Je le rappelle, en Indonésie, c'est les revenus mondiaux qui sont imposables si tu es résident fiscal ici. Donc en gros, tu peux avoir une société où tu veux, au Panama, aux US, en Allemagne, où tu veux. Tu es censé payer des taxes en Indonésie sur tes revenus mondiaux. Et c'est quand même dommage de créer une société, par exemple à Hong Kong, sachant que si tu en crées une ici, tu peux être imposé à 0,5% sur ton chiffre d'affaires. Et je le rappelle, les dividendes qui sont réinvestis en Indonésie ne sont pas imposés, sinon c'est autour de 10%. Donc même si ton entreprise est enregistrée ailleurs, si tu vis en Indonésie, à Bali, que tu es résident fiscal à Bali, tu es imposable ici. Et enfin, la dernière erreur, c'est penser que tout est invisible. Ça aussi, je le vois souvent. Les personnes qui vivent toujours en 2010, non, aujourd'hui, on est en 2025 et les données circulent entre les banques. Aujourd'hui, les banques et les plateformes comme Wise, Payoneer, Stripe, elles échangent automatiquement tes infos fiscales via le CRS. C'est quoi le CRS? En gros, ça veut dire le Commitment Reporting System. Pour faire simple, c'est une charte qui a été signée par plus d'une centaine de pays et qui partagent des données entre elles. C'est-à-dire que par exemple, si tu as un compte bancaire en Indonésie, ils vont partager ces données avec la France. Donc tu n'es pas invisible et croire le contraire, c'est la meilleure façon de se faire repérer. Et tu vois, je vais te prouver ici, je suis allé sur le site du CRS officiel et donc la France est bien dans les CRS et l'Indonésie aussi est bien dans les CRS. Donc ça veut dire que tes comptes, les données de ces comptes sont partagées. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle, tout simplement, ils ont toutes les données de tes banques. Donc ça veut dire que c'est complètement faux. Il faut arrêter d'écouter ces rumeurs comme quoi Wise, Payoneer ne partagent pas les données. C'est complètement faux. Si tu es résident fiscal dans un de ces pays, les données circulent. Donc, en résumé, être expat à Bali, c'est pas seulement vivre au soleil, c'est comprendre les règles du pays où tu vis et surtout les utiliser intelligemment. Ceux qui le font dorment tranquilles et surtout profitent librement. Surtout que je le répète, à Bali, tu as des optimisations fiscales qui peuvent aller jusqu'à 0,5%. D'ailleurs, si tu souhaites t'expatrier à Bali, il y a un lien dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous. C'est Maël en direct de Bali.